Bienvenue à l'Europe expliquée, une initiative du Conseil de l'Europe. Cette série de podcasts offre une fenêtre unique sur ce que nous faisons pour créer une Europe plus juste et plus démocratique. Grâce à des échanges avec des experts et des travailleurs de première ligne, nous vous rapprochons des questions qui comptent. De la lutte contre la discrimination à la défense des droits de l'homme, de la défense de la démocratie à l'élaboration de lois, de systèmes et d'institutions équitables et ouverts à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Europe Explained, l'Europe expliquée, le podcast du Conseil de l'Europe. Chaque épisode met en lumière les travaux du Conseil sur les droits humains, la démocratie et l'état de droit. Aujourd'hui, on va évoquer la protection des données. Alors, on vous avait déjà proposé un premier épisode qui reprenait un peu les bases de ce thème. Donc, je vous invite à l'écouter ou à le réécouter. Je suis de nouveau accompagnée d'Emmanuel Netter. Bonjour. Bonjour. Vous enseignez le droit privé à l'Université de Strasbourg et vous étiez justement venu nous éclairer sur ce sujet dans le premier épisode. Nous sommes aussi avec Valère Endior. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de droit public, cette fois à l'Université de Brest. Et ce qui vous rassemble tous les deux, c'est l'écriture d'un livre paru au mois de novembre 2024, si je ne me trompe pas. Ça s'appelle « État et réseaux sociaux, contrôler le discours en ligne ». Donc la première question qui me vient avec ce titre, c'est quel lien on peut faire entre la protection des données et le contrôle du discours en ligne ? Je ne sais pas qui veut répondre en premier. Alors, je vais bien me lancer. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi à ce sous-titre. La question qui se posait finalement, c'était celle de savoir de qui, entre les États, les entreprises du numérique ou les utilisateurs eux-mêmes, étaient à même de contrôler leurs activités ou la nature, l'étendue, le périmètre de leurs activités sur les réseaux sociaux et sur les plateformes numériques. Et même si le titre met le focus plutôt sur la question du discours, je pense que la question qui se pose ici, c'est celle du contrôle des activités, des comportements sur les plateformes numériques, qu'il s'agisse de la question de la protection du discours, la protection de la vie privée, de l'intimité, la question de la protection du patrimoine, du droit d'auteur. Et donc voilà, en fait, toutes ces questions sont interconnectées et finalement le discours est une clé d'entrée assez pédagogique parce que tout le monde pense réseau social, discours, mais en réalité les questions que l'on aborde vont aussi sur le terrain de la protection de la vie privée. Et sans doute que Emmanuel, tu voudrais ajouter quelque chose là-dessus, je sais pas. Oui, si je peux peut-être ajouter un lien qui me semble intéressant entre la protection des données et la question du fonctionnement de cœur des réseaux sociaux, la manipulation, au sens où ces réseaux sociaux travaillent avec le discours, c'est leur matière brute, c'est leur matière première. Le lien que je ferais, j'en appellerais aux révélations qui ont été faites par une lanceuse d'alerte qui s'appelle Frances Haugen, une américaine qui a révélé une partie du fonctionnement intime de l'entreprise Facebook, aujourd'hui Meta, et qui expliquait que pour que Facebook gagne de l'argent, il faut que les utilisateurs de ce réseau social restent connectés longtemps parce que ça leur permet d'afficher plus de publicité et donc d'augmenter le revenu mensuel moyen par utilisateur. Or, pour que les utilisateurs restent connectés longtemps et voient plus de publicité, il faut les stimuler, il faut les intéresser et donc ça invite le réseau à leur présenter des contenus plutôt polarisants, plutôt excitants, de façon à augmenter un petit peu artificiellement leur temps de présence en ligne. On sait que TikTok repose aussi beaucoup sur des mécanismes d'addiction de ce type et donc il y a un lien très clair entre ce modèle d'affaires, la publicité ciblée qui repose sur l'exploitation massive des données à caractère personnel, on y reviendra, et ensuite la façon dont le discours en ligne s'organise, se polarise et parfois s'hystérise. Il y a des liens très forts entre les deux thèmes. Effectivement, on reviendra sur la question de la publicité ciblée. Donc, ces plateformes, elles collectent et elles utilisent nos données, notamment pour surveiller et réguler les contenus. Mais comment ça fonctionne exactement, cette modération ? Alors, la modération des contenus, c'est l'une des modalités particulières de gestion de ces services par une plateforme de réseau social, notamment, mais pas que, les marketplaces et autres services numériques qui reposent sur la publication de contenu, l'organisation de contenu. En fait, la modération, c'est deux choses. Il y a des politiques de modération et il y a des actions de modération. Ce sont deux choses très distinctes. La politique de modération, ce sont tous les référentiels, les standards, alors parfois on va parler de conditions d'utilisation, qui permettent de définir ce qui va être autorisé ou non sur une plateforme numérique, donc les contenus, images, textes, vidéos, qui peuvent être publiés sans que cela suscite de contradiction avec les règles fixées par la plateforme elle-même. Donc ça, ce sont des référentiels qui généralement sont rendus accessibles de façon plus ou moins intelligible pour les utilisateurs et utilisatrices. Et ensuite, pour ce qui concerne les actions de modération, il y a encore une couche de complexité. Il s'agit de tous les procédés par lesquels une plateforme numérique va décider soit de laisser
un contenu en ligne, c'est une action de modération, de décider qu'un contenu tout à fait légitime ou licite, ou au contraire décider de supprimer ou d'affecter, de dégrader la visibilité d'un contenu, voire d'un compte de réseau social. Ah, c'est le mettre moins en avant, c'est pas forcément le supprimer, mais c'est qu'il soit moins... C'est une action de modération, c'est-à-dire que même le fait de rendre un contenu moins visible sans le supprimer, par exemple décider qu'il apparaîtra beaucoup plus bas dans un fil d'actualité, c'est une action de modération. Et ces actions de modération, elles peuvent s'effectuer soit par le biais d'une action humaine. Donc là, ce sont des personnes qui ont une fonction de modération, on les appelle les modérateurs, qui vont agir manuellement sur la base de signalements, on en parlera peut-être tout à l'heure, soit une action qui peut être automatisée, alors par le biais d'algorithmes ou d'intelligence artificielle qui vont identifier par exemple des mots-clés qui font partie d'une base de données identifiée. Alors il y a des bases telles que HateBase par exemple qui sont partagées par plusieurs plateformes et qui permettent de savoir finalement quels sont les mots, les termes, les expressions, les symboles qui sont considérés comme soit illicites, soit non conformes aux politiques de la plateforme. Et donc c'est sur cette base-là que parfois des personnes qui utilisent les réseaux sociaux vont voir leur contenu disparaître, vont voir une réduction de visibilité. Tout ça, c'est de la modération. Donc c'est beaucoup plus large que ce qu'on imagine. Souvent on pense qu'il s'agit simplement de supprimer un contenu. C'est de la modération. C'est beaucoup plus large que ça. Vous aviez un truc à rajouter là-dessus ou... Oui, comme vous avez dû le comprendre en écoutant Valère, les enjeux de la modération, les enjeux politiques et sociaux de la modération sont extrêmement importants parce qu'il s'agit de déterminer qui a le droit à la parole, qui a le droit de conserver un haut degré d'exposition sur les réseaux sociaux et qui va être réduit au silence ou un petit peu repoussé dans l'ombre. Et ça, évidemment, c'est une fonction qui est cruciale dans une démocratie que de décider quels sont les discours qui peuvent être exposés et ceux qui ne le peuvent pas. Et le problème, c'est qu'il y a tellement de contenu que on a été un peu obligé de s'en remettre à ces réseaux sociaux pour leur demander de faire le ménage par eux-mêmes. Et ça revient à confier à des sociétés privées qui sont à but lucratif une régulation qui est très sensible et dont on aurait préféré dans un monde idéal qu'elle soit plutôt à la main d'autorités telles que des juges. Ça n'est pas envisageable. Donc c'est aux réseaux sociaux de faire eux-mêmes le ménage, mais il faut encadrer leurs actions de modération de façon extrêmement déterminée. Il faut bien les surveiller. Et il faut que les autorités publiques se situent à l'étage au-dessus et soit extrêmement vigilante sur la façon dont cette modération est exercée. Si elle est trop laxiste, la haine en ligne ou la désinformation peuvent se déverser à flot continu. Et si à l'inverse, la modération est trop sévère, vous pouvez réduire au silence des gens qui normalement auraient dû avoir le droit à la parole. Oui, parce que j'imagine qu'un commentaire haineux ou enfin quelque chose qui génère du trafic, c'est aussi peut-être dans l'intérêt des plateformes. Mais alors justement, si on prend un cas pratique d'un propos haineux, puisque c'est l'exemple que vous citiez tout à l'heure, un propos haineux qui va être signalé sur un réseau social, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi exactement la procédure après ? Alors il y a tout un contexte d'évaluation déjà de ce que constitue un propos haineux, et je renverrai la balle tout à l'heure à Emmanuel qui s'est beaucoup intéressé à cette question-là au début des années 2020. En ce qui concerne l'hypothèse d'un signalement ou de l'identification d'un contenu dit haineux, il y a plusieurs canaux imaginables. Soit le signalement va émaner de l'utilisateur visé par des propos haineux, soit par des utilisateurs tiers qui vont constater l'existence de ce contenu en disant ça pose problème, soit on peut imaginer une intervention de la plateforme ou d'autres autorités. Donc là, on va imaginer plutôt l'hypothèse d'un signalement par les utilisateurs. C'est là que l'action de modération ou l'inaction en matière de modération va pouvoir commencer. En l'occurrence, l'idée est que ce signalement va s'opérer à destination des équipes de modération de la plateforme, alors qui sont localisées de façon très éparse, on va dire, de façon géographique. En gros, en doctrine, on considère qu'il y a l'équivalent de 3 strates d'équipes de modérateurs qui sont situées assez souvent dans des pays du Sud global. Et ensuite, on a, ça c'est plutôt la masse critique des modérateurs qui sont plutôt situés dans des pays qui sont identifiés, Madagascar, l'Argentine, le Venezuela et autres. Donc, eux, ils vont traiter l'essentiel, la masse des signalements qui leur sont adressés. Ensuite, pour des problématiques plus sensibles, donc notamment des utilisateurs qui auraient beaucoup plus de visibilité parce qu'ils sont influenceurs, parce qu'ils ont beaucoup d'abonnés. Ces questions ont plutôt tendance à être traitées par des modérateurs et modératrices situés sur le territoire cible. Donc là, typiquement, ce serait en Europe, et par exemple à Dublin, à Madrid ou autre. Et si le discours haineux en question présente un caractère extrêmement sensible dans la mesure où il émane par exemple d'une personnalité publique, une personnalité politique, quelqu'un qui a une certaine notoriété, et donc la question se pose de savoir dans quelle mesure la plateforme peut s'autoriser
à modérer ce contenu, eh bien là on arrive vraiment à la strate ultime, supérieure. C'est typiquement le cas pour des discours qui émaneraient de chefs d'État ou de chefs de gouvernement en exercice. On part finalement, on envoie ce signalement directement vers les États-Unis, vers la Silicon Valley, là où se trouvent les sièges des entreprises numériques qui nous intéressent et qui vont prendre la décision sur la base d'une évaluation des intérêts. Donc là, c'est pas l'intelligence artificielle, c'est une vraie équipe. Oui. Là, sur les discours les plus sensibles émanant de personnalités politiques ou bénéficiant d'une certaine notoriété, ce n'est jamais l'algorithme ou le signalement automatisé qui opère. Donc, voilà, il y a vraiment plusieurs strates de signalement. Il faut bien avoir à l'esprit que les modérateurs de rang 3 parfois vont dire il faut qu'on revoie modérateur de rang 2 et inversement. Donc plus le sujet est sensible et clivant, plus ça risque de remonter haut dans la hiérarchie. Et de prendre du temps. Et alors, de prendre du temps, paradoxalement non, parce que plus l'auteur, le locuteur dispose d'une certaine notoriété, plus il va falloir réagir vite. Et donc là, il y a des canaux prioritaires qui permettent de dire voilà, tel chef d'État vient de publier un contenu qui pourrait être considéré, c'est un cas réel qui s'est produit dans le contexte de l'assaut du Capitole, a produit une publication qui risque d'être assimilée à un appel à la violence. Je peux vous dire que la décision va pas être prise en 3 jours. En gros, elle va être prise en quelques heures, et encore dans le pire des cas. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs canaux de signalement. Et là, on est vraiment dans l'hypothèse la plus simple, à savoir celle de l'absence d'intervention d'autorités ou d'agences qui sont notamment chargées d'identifier les contenus particulièrement haineux ou qui suscitent une certaine persécution ou qui relèvent du harcèlement des agences telles que l'OFAC ou Pharos en France qui peuvent intervenir aussi pour signaler de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace aux plateformes des publications, des contenus qui sont illicites et qui représentent un danger pour une personne ou une communauté d'individus. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs canaux et c'est beaucoup plus complexe qu'on peut l'imaginer lorsqu'on clique sur le bouton signalement devant son réseau social. Et est-ce qu'il y a un effet de groupe aussi ? Est-ce qu'un signalement peut être plus efficace ? Parce que parfois on voit des influenceurs qui sont victimes, je sais pas moi, de deepfake ou de plusieurs choses et qui appellent leur communauté à signaler massivement. Est-ce qu'il y a un effet de masse aussi qui peut être efficace à ce niveau-là ? Il peut être efficace, mais il peut aussi être instrumentalisé. Ce que nous expliquent les experts de la modération des contenus, c'est que, bien évidemment, plus un contenu est signalé par une collectivité d'utilisateurs, plus ce contenu est susceptible d'être modéré rapidement. Parce qu'en gros, il va remonter dans la file d'attente des personnes qui vont être amenées à le traiter. Le problème, c'est que de très nombreux utilisateurs en ont tout à fait conscience et n'ont pas hésité au cours des dernières années, notamment pour faire taire des individus qui voulaient finalement exprimer des discours qui ne leur convenaient pas, n'hésitez pas à justement créer des effets de meute en disant voilà, tel discours constitue une désinformation, c'est une fake news, ou cette personne n'est pas légitime pour s'exprimer, et donc vont utiliser justement l'appel à la collectivité, vont vraiment instrumentaliser l'action de modération pour faire taire des personnes qui, comme le disait tout à l'heure Emmanuel, sont en train de s'exprimer de façon tout à fait légitime. Et ce que l'on sait de ces mécanismes de mobilisation en matière de modération, c'est que ce sont des mécanismes qui peuvent être très émotionnels, instrumentalisés et se trouvant non informés. Donc en gros, il faut toujours se méfier des appels massifs à la modération émanant d'une communauté d'individus ou de followers, parce qu'il faut toujours se demander si finalement ils ne suivent pas aveuglément la demande de modération et si cela ne peut pas être un moyen justement d'étouffer la parole tout à fait légitime d'une personne, ce en violation de la liberté d'expression telle qu'elle est consacrée notamment par les instruments du Conseil de l'Europe. Alors vous qui êtes professeur de droit, est-ce que toute cette modération elle est compatible avec un principe de liberté d'expression, de droit à la vie privée? Enfin voilà, est-ce qu'il y a des dérives dans certaines entreprises, dans certains pays? En plus, vous parliez du fait que la modération n'est pas toujours faite au sein de l'Union européenne pour des utilisateurs européens. Enfin voilà, quelles sont peut-être les limites de cette modération? Certaines personnalités de la tech américaine en ce moment essaient de nous faire croire que justement la liberté d'expression ne devrait connaître aucun frein et que les actes de modération sont des actes hostiles à la liberté. Mais il faut garder à l'esprit, et Valère saura en parler mieux que moi dans quelques instants, que la liberté d'expression s'exerce dans un environnement qui comprend d'autres libertés. Et que si on laisse la liberté d'expression exploser sans aucune contrainte, c'est toujours au détriment des droits d'une minorité qui va malheureusement être l'objet d'attaques,
des minorités de genre, des minorités ethniques, toutes sortes de minorités sociales de façon générale. Et donc, il est acquis aujourd'hui que dans un paysage de liberté, les libertés doivent s'articuler les unes avec les autres, doivent être toujours proportionnées les unes aux autres. Et bien sûr que dans un contexte comme celui-ci, l'acte de modération est nécessaire et que c'est un acte de peser des libertés en présence. Et on ne peut pas se réfugier derrière la liberté d'expression dont on jouirait sans entrave pour agresser, pour désinformer, pour faire du mal au tissu social ou aux personnes qui nous entourent. Oui, si je peux rebondir sur ce point-là, et merci de m'avoir tendu la perche. On a véritablement deux problèmes qui sont liés à ces enjeux géographiques et culturels. Alors, le premier, c'est, comme vous l'avez mentionné dans votre question, c'est que parfois les actions de modération se font dans des territoires qui sont très éloignés de celui du locuteur, de la locutrice. Donc se pose la question de la capacité du modérateur, de la modératrice à comprendre le contexte dans lequel le discours a été publié. Est-ce que, par exemple, l'ironie, le sarcasme, la parodie vont être perçus, entendus et compris par la personne qui est en train de modérer, qui se dit, bon, bah voilà, là, très clairement, cette personne dont je suis en train de modérer les contenus est en train d'insulter un utilisateur tiers, alors qu'en réalité, il s'agit d'une blague récurrente entre deux personnes qui se connaissent et qui se comprennent. Donc, le problème du contexte est très récurrent dans la pratique de modération des réseaux sociaux. L'autre problème, et on est toujours dans un enjeu sur le terrain des enjeux culturels, c'est l'opposition très nette entre les conceptions nord-américaines, je veux dire même plutôt états-uniennes et européennes de la liberté d'expression, notamment l'opposition entre la conception de la liberté d'expression qui est véhiculée par le premier amendement aux États-Unis et d'un autre côté la conception de la liberté d'expression qui est encadrée et limitée notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et on le comprend de plus en plus à mesure que les actions de modération suscite finalement des levées de boucliers, soit aux États-Unis, soit en Europe. On n'a pas du tout la même conception de ce qu'est la liberté d'expression, de ce qui peut être autorisé ou pas par les équipes de modération des entreprises du numérique. Du point de vue des États-Unis, on a une approche qu'on pourrait qualifier de maximaliste. En anglais, on va utiliser l'idée de marketplace of ideas. Il appartient finalement à la société civile, à l'opinion publique, de faire le tri entre des opinions qui sont valides factuellement, juridiquement, et celles qui ne le sont pas. Mais en gros, il faut que toutes ces idées, ces opinions puissent être exprimées et il n'appartient pas aux autorités publiques, surtout pas aux réseaux sociaux, d'intervenir. Tandis que de l'autre, on a une conception qui est beaucoup plus limitée, qui repose sur l'articulation d'un certain nombre de droits et de libertés, notamment pour protéger la dignité de la personne humaine, pour la protéger contre un certain nombre de propos blessants ou qui peuvent la heurter. Dans l'Union européenne, vous voulez dire de l'autre ? De l'autre, oui, en l'Union européenne et le Conseil de l'Europe, parce que finalement, il faut bien rappeler que le cadre de l'Union européenne est intriqué en termes de référentiel juridique avec celui du Conseil de l'Europe. Il y a des références très claires aux droits fondamentaux, tels qu'ils sont consacrés par la Convention. Et donc, on a vraiment un conflit de référentiel juridique et de valeurs en matière de modération des contenus qui explique pourquoi, très fréquemment, on se retrouve dans une véritable confrontation entre des personnalités américaines qui travaillent à la fois pour les réseaux sociaux et pour les autorités publiques, et de l'autre, les autorités publiques françaises, européennes, plus généralement, qui essaient d'établir des freins, des garde-fous pour justement ne pas laisser une liberté d'expression débridée se répandre de façon tout à fait préjudiciable pour les communautés d'utilisateurs les plus vulnérables notamment. Et alors, quand on parle de protection des données personnelles, c'est toujours intéressant d'évoquer la publicité ciblée. Vous en parliez au début, Emmanuel, qui se base donc sur nos informations. Comment ça fonctionne exactement et jusqu'où elle va, cette personnalisation de l'expérience utilisateur, si je peux l'appeler comme ça ? Il faut commencer par dire que les réseaux sociaux ont besoin d'être gratuits en apparence pour, quand ils sont créés, faire augmenter rapidement leur nombre d'utilisateurs. Évidemment, un service qui serait payant à l'entrée engrange beaucoup moins vite des utilisateurs nouveaux. Et un réseau social, il n'a d'intérêt que parce que vous y trouvez vos amis, ou vous y trouvez des personnalités à suivre, à lire, à écouter. Et donc, ça fait partie vraiment de l'ADN de ces services que d'être en apparence gratuit et en réalité de se faire financer par les annonceurs. Or, les annonceurs publicitaires, qu'achètent-ils sur les réseaux sociaux ? Ils achètent la possibilité de placer leur publicité de façon beaucoup plus fine que ce qu'ils pouvaient faire dans le monde des médias traditionnels. Quand vous avez une publicité dans un journal ou à la radio, vous avez un petit peu de contexte, selon que c'est un journal plutôt d'information ou sportif, selon qu'il est plutôt marqué à gauche, à droite, vous avez une idée du lectorat que vous allez toucher, mais
avec les réseaux sociaux. Ce que l'on vous propose, c'est de traquer les utilisateurs, leurs habitudes de façon extrêmement précise pour à la fin vous dire, cette publicité, vous pourrez la présenter à des personnes âgées de 20 à 23 ans, qui vivent plutôt en milieu urbain, qui ont une passion pour l'équitation, et qui à côté de ça lisent plutôt des romans à l'eau de rose. Et c'est ce genre de ciblage incroyablement précis qu'offrent les réseaux sociaux aux annonceurs. Donc les annonceurs en sont friands, ils sont prêts à payer assez cher pour ça, plus cher que pour une publicité non ciblée. Et le problème, vous l'avez compris, c'est que la contrepartie de ça, c'est que sous le capot, les réseaux sociaux doivent savoir énormément de choses sur les utilisateurs et pour cela épier leurs moindres faits et gestes d'une façon qui peut être problématique parce que ces grands réservoirs de données, ils peuvent être tôt ou tard mal utilisés, ils peuvent servir à manipuler les personnes, y compris lors d'élections, ils peuvent être l'objet de fuites de données et il peut y avoir toutes sortes de dénouements assez dramatiques malheureusement à cet écosystème de la publicité ciblée lorsqu'il est très bien fait par des gens qui ont le souci d'adopter les meilleures pratiques, il peut sembler relativement inoffensif, mais on a assisté parfois à des scandales, je pense à une affaire comme Cambridge Analytica, qui était absolument dramatique, et il faut avoir conscience de ce potentiel explosif, malheureusement, de ces pratiques publicitaires. Est-ce que vous pouvez dire 2 mots sur cette affaire pour ceux qui ne la connaîtraient pas ? Oui, alors il s'agissait finalement au départ d'une entreprise qui a un peu, et je parle sous le contrôle de Valère, qui connaît bien cette affaire aussi, mais roulé Facebook dans la farine en faisant croire qu'il s'agissait d'une espèce de questionnaire émanant de l'université de Cambridge, d'où le nom de l'entreprise, et qui aurait servi à interroger les utilisateurs à des fins de sociologie, à des fins de recherche. Et les utilisateurs répondaient à ce questionnaire. Et en réalité, ce faisant, ils donnaient des droits d'accès au questionnaire de Cambridge Analytica à leurs données à caractère personnel, à leurs centres d'intérêt tels qu'ils avaient été relevés par Facebook. Et puis surtout, Cambridge Analytica a exploité un bug dans la façon dont Facebook fonctionnait techniquement pour accéder non seulement aux informations de l'utilisateur qui répondait au questionnaire, mais aux informations de tous ses amis. Parfois 200, 300, 400 personnes. Ce qui fait que cette entreprise a eu accès en quelques semaines aux données personnelles extrêmement fines de millions d'Américains, même de dizaines de millions. 87 millions. 87 millions. Et ensuite, on a pu proposer des prestations, notamment à des campagnes politiques, la campagne de Donald Trump, la campagne politique en faveur du Brexit, pour leur dire, à partir de là, nous, on peut vous aider à faire de la propagande politique extrêmement ciblée et vous n'allez pas seulement appeler à voter pour Donald Trump, mais vous allez envoyer le bon message à l'électeur. Peut-être qu'il s'intéresse à la question du port des armes, peut-être qu'il s'intéresse à la question de la liberté religieuse, peut-être qu'il s'intéresse à la question des prestations sociales, de l'immigration illégale. Dans tous les cas, nous, on le sait, on vous dira quel est le message que vous allez envoyer et vous allez envoyer exactement un tract sur mesure à cet électeur et vous allez le séduire avec beaucoup plus d'efficacité. Donc vous voyez que même la publicité ciblée peut se muer en publicité électorale, politique ciblée. Et est-ce que vous pensez que les utilisateurs comprennent tous ces risques ? Enfin, est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on accepte quand on donne notre consentement pour que nos données personnelles soient utilisées ? Est-ce que vous pensez que tout le monde prend la mesure de ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est assez clairement dit ? Non. Je vais être très peu mesuré dans ma réponse, mais pour m'être intéressé beaucoup à cette question à l'occasion de travaux empiriques, la question de l'évolution des conditions générales d'utilisation, leur intelligibilité, la capacité des utilisateurs à les localiser sur les sites, la question de l'articulation, de la compatibilité entre les conditions générales d'utilisation dans différentes versions linguistiques, c'est vraiment très difficile, je pense, pour un utilisateur de s'approprier ces règles, de les comprendre et d'évaluer les conséquences de ses actions, de ses inactions. D'une part, il y a un enjeu linguistique. Les conditions générales d'utilisation, les standards de la communauté sont le plus souvent traduits, mais pas systématiquement, ou en tout cas pas dans tous leurs volets et pas forcément dans les jours qui suivent leur mise à jour. Par ailleurs, se pose la question de la technicité des dispositifs et des énoncés, et je peux vous garantir que même lorsqu'on est juriste et professeur de droit, parfois on se pose la question du périmètre d'une règle qui a été dictée par Meta, ByteDance et autres. C'est extrêmement complexe déjà, même pour des personnes qui disposent d'une éducation ou d'une formation juridique. Donc je pense que c'est très compliqué pour les utilisateurs de comprendre l'ensemble des règles qui leur sont opposables.
et même lorsque c'est le cas, se pose la question de leur capacité à consentir de façon éclairée, étant entendu que lorsqu'on parle des utilisateurs, il faut aussi envisager la question des utilisateurs mineurs, vulnérables, qui ne sont pas en mesure de consentir de façon tout à fait libre et éclairée, notamment en matière de vie privée, de données personnelles, tel que cela est prévu par un certain nombre d'instruments européens du droit de l'Union européenne. Donc ma réponse, elle est plutôt négative, et à ce titre, je pense vraiment que se pose la question de la manière dont, au-delà des capacités des utilisateurs à comprendre, se pose la question de la volonté ou des velléités des plateformes de rendre les règles du jeu compréhensibles pour les utilisateurs. Et justement, ces entreprises, est-ce qu'elles doivent respecter des normes européennes particulières? Lesquelles, si on reste vraiment dans l'Union européenne, quelles sont leurs obligations? Oui, alors on pourrait presque inviter à nouveau, comme vous l'avez fait en début d'épisode, les auditeurs à réécouter ce qu'on avait pu dire lors de l'épisode précédent sur les grands principes de la protection des données à caractère personnel. Et c'est vrai que si on applique de façon rigoureuse ces principes aux réseaux sociaux, on peut déjà faire beaucoup. Vous vous rappelez peut-être de ce principe, par exemple, de minimisation qui disait vous pouvez pas être trop gourmand dans vos collectes de données, vous ne devez collecter que le strict nécessaire. Bon, on est à l'opposé des pratiques de ces traitements publicitaires parce qu'il s'agit de tout savoir sur vous. Donc on ratisse extrêmement large, on a des durées de conservation qui sont très longues, et puis je dirais qu'on crée des réservoirs de données complètement obèses. On est à l'inverse de ce que seraient théoriquement les bonnes pratiques. Le problème, c'est que, je l'ai dit la dernière fois dans le précédent épisode, les principes du droit des données à caractère personnel, ils sont assez abstraits, et quand il s'agit de les confronter à des situations concrètes, il faut les interpréter, il faut, je dirais, les ramener au niveau du sol. Et ça, c'est le travail d'interprétation que mènent les autorités. Et bien évidemment, les réseaux sociaux qui sont, en tout cas les plus puissants d'entre eux, ceux qu'on a à l'esprit pendant ce podcast, sont très bien conseillés. Et ce qui veut dire que quand les autorités commencent à dire voilà les grands principes du droit des données à caractère personnel et voilà ce que ça devrait impliquer pour vos réseaux sociaux, ils arrivent toujours à tergiverser, à trouver un argument un petit peu inattendu, à jouer la montre. Et donc, ça fait maintenant des années qu'on leur court après sur des questions fondamentales de droit des données dont on aurait pu penser qu'elles seraient résolues beaucoup plus vite. Et malheureusement, force est de constater que face à eux, le droit des données s'est révélé souvent moins efficace qu'on l'aurait voulu, et peut-être que viendra un moment le jour d'adopter une législation sectorielle sur comment appliquer le droit des données à la publicité ciblée directement, plutôt que de laisser les acteurs de terrain essayer de ramener ces principes abstraits au niveau du sol dans le domaine de la publicité ciblée, eh bien dire tous ensemble, en faisant agir nos législateurs, quelles sont les règles de ce qui est admissible ou pas en matière de publicité ciblée. Mais ça supposerait que nous-mêmes, nous soyons au clair sur ce que nous admettons ou pas. Or, quand vous discutez avec les utilisateurs, y compris mes propres étudiants, moi, j'aurais presque tendance à espérer que ce modèle disparaisse purement et simplement, quitte à ce que nous payions quelques dollars par mois pour utiliser ces services. Et quand je discute avec les jeunes étudiants, ils me disent que eux sont attachés à la gratuité apparente. Donc ils veulent qu'il y ait encore un écosystème publicitaire derrière ces services, mais alors il faut imaginer de l'encadrer plus strictement, de définir les bonnes pratiques de façon plus claire et de policer le secteur de façon, me semble-t-il, beaucoup plus rigoureuse. Il faudrait qu'on y parvienne. Et avant de se quitter, je voulais vous poser une dernière question. Vous qui êtes, alors vous êtes enseignant à l'université, mais est-ce que vous pensez que toutes ces questions-là de la protection des données personnelles, elles devraient figurer dans les programmes scolaires, enfin alors peut-être pas en primaire, mais en tout cas aux âges où les jeunes commencent à avoir des téléphones, quoique il y a peut-être des enfants qui ont déjà un téléphone en primaire, mais voilà, est-ce que ces questions-là, elles devraient figurer plutôt dans les programmes scolaires et pas forcément à l'université si c'est notre cursus? Je me lance. Alors, il y a déjà des initiatives assez extraordinaires qui sont menées par des enseignants et enseignantes dans le primaire et dans le secondaire. On n'est pas tellement sur le terrain strict de la protection des données personnelles, mais plutôt du rapport au numérique, du rapport à l'intimité, à la vie privée, au discours en ligne. Donc cela relève du domaine ce qu'on appelle l'éducation aux médias. Donc évidemment, très souvent on se pose la question de est-ce que c'est un discours haineux, est-ce qu'il s'agit de discrimination et autres. Mais la question qui se pose à travers des ateliers qui sont organisés de façon ponctuelle ou récurrente dans différentes écoles, c'est d'amener les élèves de primaire, de collège à se poser la question de leur rapport
rapport aux outils numériques, aux plateformes numériques, aux autres utilisateurs de réseaux sociaux, de leur capacité à comprendre, décrypter le fonctionnement des plateformes qu'ils utilisent de façon quotidienne, parfois plusieurs heures par jour, souvent plusieurs heures par jour d'ailleurs. Et donc, je pense que ces initiatives sont non seulement très utiles, elles permettent aux plus jeunes de prendre du recul ou de se poser des questions, du moins les bonnes questions. Et évidemment, la question qui se pose, c'est celle de généraliser ce type de dispositif. Alors, il ne s'agit pas forcément d'ajouter 20 heures par an. Je pense que c'est des emplois du temps. Des programmes déjà lourds, oui. Ils sont extrêmement chargés et qu'on sait très bien que nos collègues enseignants font déjà leur maximum pour finir leur programme. Mais ces modules de quelques heures, je pense, sont très utiles et ce ne serait pas du luxe de les renouveler au moins une fois par an ou une fois tous les 2 ans, parce qu'il y a vraiment des questions auxquelles ça change très vite. Et je pense qu'il faut soulever ces questions, ou en tout cas inciter les jeunes à se poser ces questions-là. Je peux peut-être brièvement faire état de l'expérience que j'avais eue en allant dans quelques lycées pour parler de protection des données à caractère personnel, et justement en particulier dans l'utilisation des réseaux sociaux. J'ai rencontré des collègues enseignants du secondaire qui étaient soulagés de me voir arriver parce qu'ils me disaient ce sont des questions assez techniques. Et on peut pas se contenter d'un exposé magistral et on arrête la séance. Les élèves ont des questions. Ils ont beaucoup de questions et très vite on se trouve en difficulté pour leur répondre parce que nous on n'a pas été formés au RGPD, on n'a pas été formés au droit du numérique, on n'a pas été formés à tout ça. Et je crois que le problème est là. C'est-à-dire que j'ai senti beaucoup d'envie de la part de mes collègues des collèges et des lycées de pouvoir aborder ces questions avec leurs élèves. Beaucoup de cours s'y prêtent, des cours généraux, et puis des cours plus spécialisés. Ils existent déjà. En seconde, il y a un cours, par exemple, en France qui s'appelle Sciences numériques et technologies, et ces questions sont au programme. Simplement, si vous ne formez pas les formateurs, ils ne peuvent pas délivrer un message suffisamment clair et efficace face aux étudiants. Je pense que nous en sommes à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on forme les formateurs, donc que les autorités de protection des données, les chercheurs comme nous, expliquent d'abord aux soldats du quotidien de l'enseignement comment aborder cette question, sous quels angles et que dire aux lycéens. Et peut-être que cet épisode de podcast va contribuer à ce que des enseignants qui nous écoutent s'intéressent à ce sujet et se lancent ensuite pour pouvoir l'aborder. Le message est passé. Merci beaucoup à tous les deux pour votre éclairage. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Si vous avez apprécié cette discussion et souhaitez explorer d'autres sujets, n'hésitez pas à consulter les épisodes de l'Europe expliquée. Pour en savoir plus sur le Conseil de l'Europe et ses initiatives, consultez notre site web coe.int. Et n'oubliez pas de nous suivre sur les médias sociaux pour obtenir les dernières mises à jour et informations. Vous pouvez nous trouver sur X, LinkedIn, Facebook et Instagram.